Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Salut à tous, bienvenue dans ce Mag de mai, un numéro qui sera consacré en partie à la course en montagne. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur le parcours d'une toute nouvelle et très belle course, le Tour de Bellevue, qui aura lieu le 29 juin prochain. Alors Gilles, vous avez tracé ce parcours du Tour de Bellevue, dites-nous-en quelques mots. C'est un parcours qui part depuis Colombey, donc depuis la plaine, à 390 mètres, et qui monte jusqu'à la pointe de Bellevue, qui est toujours sur la commune de Colombey-Murat et de Trois-Torrents. C'est un chemin pas mal forestier au départ, après c'est plutôt montagneux, il y a une vue magnifique sur les Dents du Midi. En arrivant à Bellevue, on a la vue sur les Dents du Midi, sur le lac, sur toutes les Alpes vaudoises. Le trail il fait 28 km pour 4000 mètres de dénivelé positif et négatif. Il y a également un petit parcours de 10 km qui a été fait pour les néophytes, je dirais. C'est un trail vraiment pour ceux qui veulent connaître, apprendre le trail, apprendre la course en montagne. Comme c'est un petit parcours de 28 km, c'est accessible plus ou moins à tout bon sportif. Je suis sûr que vous avez déjà des fourmis dans les jambes. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Salut à tous! Dans ce nouveau Running Mag, nous allons débuter notre exploration du monde des cardio-fréquence-mètres. Nous allons rendre visite à la championne Laura Rebec, qui attend d'ailleurs un heureux événement. Nous allons tester le modèle Kimvara de chez Saucony. Le coach vous emmènera en montagne avec Tarsis Ansay. Nous nous pencherons sur les caractéristiques des chaussures de trail. Et pour finir, nous vous ferons gagner 2 bons Mizuno de 150 francs en répondant à la question du mois. L'utilisation sous toutes ses formes des cardio-fréquence-mètres est en pleine expansion. Mais comment s'y retrouver au cœur des marques et des multiples modèles qu'elles proposent? Pour Hervé, spécialiste running, les produits Garmin ont le mérite d'allier simplicité d'utilisation et performance. L'avantage, c'est que c'est déjà connu au niveau de la navigation. Tout ce qui est au niveau GPS randonnée, ils sont déjà vraiment bien implantés là-dessus. C'est clair que ça fait une carte de visite pour leur gamme montre, avec des informations assez précises, avec une gamme aussi qui touche tout le public. Autant la personne qui veut juste avoir ces informations via un PC, ou alors la personne qui a envie de vraiment avoir une montre comme un coach, avec des informations beaucoup plus précises sur ses entraînements, intervalles, fractionnés. Le premier fichier, dès qu'on allume, on peut choisir la langue, ce qui amène une facilité de mise en route ludique. On doit prendre point par point, donc c'est vraiment pas compliqué. On a eu pas mal de personnes qui sont venues avec leur PC. On leur a vraiment intégré la montre, on leur a vraiment expliqué par rapport à comment transférer les informations après un entraînement pour pouvoir avoir une mise en place de cette fonction et de la montre en elle-même. Donc c'est pas seulement que de la vente, on va vraiment mettre les réglages de base. On leur explique en allant dehors avec eux pour leur montrer le satellite qui ne prend pas que 30 secondes, il prend quand même un peu de temps pour vraiment après faciliter la manipulation quand la personne va s'entraîner. Brillante vainqueur en 2012 des 20 km et du marathon de Lausanne, la coureuse vaudoise Laura Rebec prévoit une année 2013 un peu plus calme côté compétition, puisqu'elle va donner naissance dans moins de 3 mois à son 2e enfant. Le Running Mag lui a rendu visite, histoire de prendre de ses nouvelles et surtout de transmettre à toutes les mamans coureuses de précieux conseils. Alors Laura, tout d'abord, comment vas-tu? Super bien, très bien. J'entame mon 7e mois, tout se passe bien. Comme c'est déjà du vécu, pour moi c'est pas nouveau. Il y a les sensations que je retrouve comme j'avais eu avec Julia. Ce qui veut dire qu'après 6 mois, tu continues de t'entraîner régulièrement? Oui, j'essaie de garder quand même 4-5 fois par semaine d'activité physique. Alors maintenant essentiellement le vélo, donc je dirais je fais 5 heures de vélo par semaine.
Et puis encore 2 séances sur tapis de course, 2 séances de 45 à 1 heure. Mais plus de vitesse par contre, là j'ai arrêté la vitesse, il y a trop de secousses. Mais je fais essentiellement de la montée, donc je mets de l'inclinaison sur le tapis. Et puis à vélo, je fais beaucoup de montée aussi pour garder quand même le cardio. Actuellement, comme je vois les choses, je pense que je vais pouvoir en tout cas continuer le vélo jusqu'à la fin. Maintenant, la course à pied, c'est clair que je vais encore prendre du poids. Là, j'ai pris 5 kilos, je pense que je vais doubler le poids. C'est vrai qu'après, avec 10 kilos en plus, pas sur les épaules, mais vraiment sur le ventre, c'est clair que c'est plus difficile après. Et puis je pense qu'il faut même supprimer. Je pense qu'après, à partir du 8e mois, c'est pas très raisonnable de continuer à courir. On va changer les chaussures. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de continuer à avoir une activité physique. Parce que contrairement à 50 ans en arrière, on disait à nos mères, nos grands-parents, il ne faut plus bouger, il faut rester. Maintenant, il faut se reposer, il faut manger 2 fois plus, il ne faut plus bouger. Je pense que maintenant, c'est un peu désuet, l'idée est passée. Je pense qu'on est bien conscient que garder une activité physique, ça permet déjà de maintenir un poids raisonnable, ça évite de prendre 20 kilos. Et puis, par contre, ce que je déconseillerais, c'est de commencer une nouvelle activité physique en cours de grossesse. On lèvera s'il fait trop chaud. Je pense qu'effectivement, on a toujours un peu une image négative de la course à pied en étant enceinte. On dit qu'il y a des secousses, c'est pas bon pour le bébé. Mais après, tout dépend comment on court. C'est vrai que si on fait du sprint, c'est pas idéal. Mais maintenant, si on fait des petits footings, plutôt sur une surface un peu amortissante, avec des bonnes chaussures, je pense qu'il n'y a pas de risque du tout. Après, c'est clair qu'il faut être suivi par un médecin qui va donner son avis pour ou contre. Ça, si on tombe. Moi, je me sentais super bien après la naissance de Julia. Alors, on a envie de tout refaire à la fois, on a envie de faire du vélo, de recommencer à courir. Mais bon, c'est clair qu'il y a quand même une fatigue récurrente. Et puis, ça ressort peut-être par la suite. Alors, il faut être assez prudent. Au début, il faut quand même bien se reposer. Et puis, pas brûler les étapes. Donc, c'est-à-dire vraiment recommencer tranquillement. En tout cas, la course à pied, je déconseillerais avant 1 mois. Au niveau physiologique, pour le périnée déjà. Parce que c'est vrai qu'il est mis à forte contribution pendant l'accouchement. Et puis recommencer si possible la physio aussi pour muscler le périnée, enfin tous les muscles abdominaux. Donc peut-être d'abord, je conseillerais plutôt de commencer par du vélo et puis ensuite de recommencer à courir petit à petit, mais tranquillement. Je dirais progressivement au niveau de la durée et de l'intensité. Ça dépend aussi comment se passe l'accouchement, si ça se passe bien, s'il n'y a pas trop de perte de sang. Alors c'est clair, si l'accouchement est difficile et qu'on a une césarienne, je pense que là, ça prendra plus de temps pour reprendre le sport. Nous le disions le mois passé, Soconi fut et reste au cœur de la révolution des chaussures légères adaptées aux besoins de monsieur et madame tout le monde. Beaucoup pensent en particulier qu'avec le modèle Kimvara, l'objectif visant à offrir plus de sensations tout en assurant une grande sécurité se réalise enfin. Alors moi je trouve que le plus gros désavantage, c'est qu'elle est vraiment confortable, on dirait qu'on est dans des chaussons. Et puis elle allie à la fois stabilité et légèreté. Donc ces 3 points font que c'est une super chaussure. Le Kimvara, pour moi, c'est une chaussure qui me fascine, donne de fascination. Parce que c'est une chaussure très très légère, comme une chaussure de compétition, mais pas si agressive. Alors moi je suis plutôt un coureur pronateur, mais c'est une chaussure qui est neutre, mais qui me convient néanmoins. Parce qu'elle est assez large au niveau du milieu du pied, ce qui fait que ça me permet de bien dérouler mon pied et de maintenir une bonne stabilité pendant la course. J'ai déjà couru des courses de 14 km, 10 km avec et je me suis toujours senti très bien après, j'ai pas eu de problème et tout ça. C'est une chaussure même que je conseillerais aux gens s'ils abordent un semi-marathon ou un 10 km. C'est un bon compromis, oui. Je dis toujours, c'est pour s'entraîner. Peut-être pour celui qui est assez entraîné peut faire des longs chocs là-dedans parce qu'il est habitué de porter une chaussure légère, plus directe. Mais ça peut être aussi une chaussure pour compétition pour monsieur tout le monde. Ça
y est, les premières courses de montagne sont au calendrier. Alors aborder l'entraînement pour la course en montagne n'est pas forcément simple. Doit-on se contenter de faire des entraînements sur le plat? Peut-on intégrer et de quelle manière les entraînements en côte? Pour y répondre avec nous aujourd'hui, Tarsis Sancet, tout le monde le connaît, salut Tarsis. Bonjour. Directeur du magasin New Concept Sport de Sion et coureur de montagne émérite, vainqueur en 2006, sauf erreur de Sierzinal, vainqueur de nombreuses courses de montagne également. Tarsis, est-ce que toi, dans ta préparation, est-ce que par rapport aux personnes que tu coaches aussi aujourd'hui, est-ce que tu leur fais intégrer dans leur entraînement des entraînements en côte, des entraînements en montagne finalement pour préparer Sierzinal ou des entraînements, des courses comme Montreux-les-Rochers-Nez ou ce genre de choses? Tout à fait. C'est clair que du moment qu'on commence à mettre au programme des courses avec de la dénivelée, il est très important d'avoir déjà quelques kilomètres dans les jambes de kilomètres avec de la dénivelée. Simplement d'une part pour préparer sa musculature à ça, et puis aussi c'est ce qui est très important, c'est que dans une course de montagne on ne fait pas que de courir mais on fait aussi beaucoup de marcher. Et ce qu'on apprend dans ces courses, c'est simplement de pouvoir alterner la course et la marche, ce qui est très important de ne pas nous mettre dans le rouge. Mais est-ce que tu intègres aussi des entraînements spécifiques, genre des montées-courses pour améliorer la force? Est-ce que ça fait partie aussi du programme? Tout à fait. C'est des entraînements à intervalles irréguliers. Ça veut dire qu'on fait 30 secondes de montée très, très sec et un retour tranquille. Et après, on augmente la distance, c'est-à-dire qu'on fait 1 minute de montée sec et on redescend tranquille. Lors de la récupération, le temps n'a pas d'importance. Et après, on fait jusqu'à 3 minutes, c'est-à-dire qu'on augmente 30 secondes par 30 secondes jusqu'à 3 minutes. Et après, on redescend chaque fois tranquillement. Je pense très sincèrement que quelqu'un qui travaille essentiellement sa force en début de préparation a plus de chances que la personne qui court normalement toute l'année au même rythme, à la même intensité. C'est clair que la seule différence qui change peut-être du marathon à une course comme Sierzinal, c'est le travail de force, le travail en altitude et puis surtout, je dirais, le plus important, c'est la technique de course dans les petits cailloux et la façon de pouvoir lire le parcours le plus facile possible. Quelle serait la proportion idéale entre entraînement sur le plat et entraînement en montagne? Alors, pas besoin d'aller tellement que ça. De travailler la vitesse au plat, c'est quand même quelque chose de super important. Ce qu'on a tendance à oublier, même sur une course comme Sierzinal, c'est qu'un bon tiers du parcours se court quasiment au plat ou légèrement vallonné, d'où l'importance d'avoir beaucoup de vitesse, beaucoup d'endurance. Et tout ce travail-là se fait sur un terrain plus ou moins plat ou voire vallonné. C'est simplement une chaussure avec un profil accentué forêt, terrain accidenté, pour un défi de s'organiser à quelques courses populaires trail, courses de montagne, avec une utilisation d'une stabilité, d'une meilleure adhérence sur terrain un peu gras, qu'on peut aussi l'utiliser en sortie familiale rando-course, pour un peu la former, pour la rôder, pour pouvoir après, durant la semaine, faire un petit peu plus de terrain avec, plus de montée, pour avoir un meilleur profil, une meilleure croche. On a un peu plus de grippe. L'amorti est quand même un peu différent du fait que quand on court sur un relief forêt, terrain, l'impact est moins violent, c'est que 2,5 fois le poids du corps. Tandis que sur la route, c'est comme 3-4 fois le poids du corps. Et souvent, nous, on prend un exemple qui est assez simple. C'est comme quelqu'un qui achète son vélo, puis qui choisit un VTT, puis qui va faire que de la route avec. Il va pouvoir sans problème pédaler, mais le profil, il le diminue un peu. Pearl Izumi tire bien son nom d'un lac aux eaux très claires du Japon et vous avez été très nombreux à répondre correctement à la question du mois d'avril. La question du mois de mai, la voici. Quel est le nom de la technologie Mizuno assurant amorti et stabilité? A. Le Wave, B. Le Cloud, C. Le Smooth. Le Running Mag, c'est terminé pour ce mois. Le mois prochain, on se retrouve également en montagne et promis, je vous donnerai la réponse concernant cette mystérieuse moustache. Sportez-vous bien.
ou je reste là, Juju? Tu restes avec moi si tu veux. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? C'est bien ça, c'est un nouveau jouet.